Bonjour et merci d'être là. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va vous parler de malware. Si vous êtes développeur ou développeuse et vous cherchez un travail, on a des bons et des mauvaises nouvelles pour vous. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a pas mal d'offres d'emploi en ce moment. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y en a quand même pas mal qui sont fausses. Est-ce que vous avez déjà entendu de parler d'une campagne de cyberattaque appelée DevPopper? Pas du tout. Personne. Alors DevPopper, c'est une campagne de cyberattaque qui a eu lieu courant 2024 et qui repose notamment sur pas mal de social engineering, puisqu'elle vient exploiter votre folle envie de trouver un nouveau travail. Donc les attaquants commencent par par chercher leurs victimes sur LinkedIn et les contacter pour leur proposer une offre d'emploi qu'ils ne peuvent absolument pas refuser dans une super entreprise. Effectivement, et par la suite, les victimes sont engagées dans un faux processus d'entretien, incluant le test technique. Ils ont demandé de télécharger un zip à partir de GitHub, soi-disant pour les tests techniques. Et en réalité, c'est un backdoor avancé qui permet de passer par un processus légitime, exfiltrer l'information de votre ordinateur et rester persistante au redémarrage. Donc aujourd'hui, les motifs de cette campagne, motifs présumés en tout cas, sont principalement le vol de propriété intellectuelle, puisque les attaquants espèrent tomber sur des machines de développeurs et développeuses qui travaillent déjà dans des entreprises sympas. Et aujourd'hui, cette attaque, elle est attribuée à un groupe qui s'appelle le groupe Lazarus, qui est présumément affilié à la Corée du Nord. Mais toujours beaucoup de pincettes dans ce genre d'attribution. Mais tous les virus ne sont pas créés dans ce sens, et tous les virus ne sont pas créés par des groupes aussi sophistiqués que le groupe Lazarus. L'un des premiers virus qui a fait énormément de dégâts, c'était le virus I Love You, qui a commencé sa propagation en 2000. Le fichier Visual Basic qui était attaché, il détruisait des ordinateurs, des informations sur les ordinateurs, les images, des vidéos, audio, et il utilisait le carnet d'Outlook pour se propager. L'auteur de ce virus, c'est Onel de Guzman. À l'époque, il avait 24 ans et il fait ses études aux Philippines. Et son but, c'était simplement surfer gratuitement sur Internet. Quelques années plus tard, on a vu l'apparition d'un virus considéré comme bienveillant, qui s'appelle Welshia. Et en fait, son objectif principal, c'était de venir supprimer un autre virus, lui, malveillant, qui s'appelait Blaster, et de patcher les machines sur lesquelles il se propageait. Donc c'était plein de bonnes intentions, mais en fait, ça a aussi causé beaucoup de problèmes, notamment des surcharges de trafic réseau, qui ont bien embêté les admin systèmes à l'époque. Un autre exemple, c'est un verre informatique Stuxnet qui a été découvert en 2010. Ce verre a été développé par NSA en collaboration avec l'unité israélienne 8200 avec le but de s'attaquer au centrifugeuse iranien d'enregistrement d'uranium. Ce verre a été commencé son développement sous la présidence de George Bush et continué sous la présidence de Barack Obama. Et le but, c'était le déployer dans un complexe isolé pour un système SCADA, mais à cause d'erreurs humaines, il est sorti et a infecté plus que 45 000 d'ordinateurs dans le monde. Et enfin, on peut vous parler aussi de NotPetya, qui est appelé ainsi en référence à un ransomware qui s'appelle Petya, parce que NotPetya ressemble beaucoup à Petya, mais ce n'est pas un ransomware, c'est ce qu'on appelle un wiper. En fait, son objectif est juste de détruire les données et les systèmes sur lesquels il se propage. Et donc, en fait, ce virus était basé sur, un peu comme WannaCry à l'époque, tout ça c'était un peu la même époque, et c'était basé sur une même faille de sécurité qui s'appelle Eternal Blue, et qui avait été découverte par la NSA, cachée par la NSA, et puis révélée un peu plus tard par un groupe qui s'appelle Shadow Brokers. Il y a plusieurs d'autres exemples. Et fun fact, Onel de Guzman, l'auteur de virus I Love You, il n'a jamais été inculpé car à l'époque, les lois de son pays ne prévoient pas ce type de délit. Contrairement en France, à partir de 1988, il est interdit
d'écrire des virus, c'est la peine de 3 à 7 ans de prison, les amendes pouvant aller jusqu'à 300 000 euros et d'autres sanctions comme perte des droits civiques. Et donc cette loi, la loi Godefrein, elle condamne donc différentes infractions relatives à ce qu'on appelle des STAD, des systèmes de traitement automatisé de données. Qu'est-ce que c'est C'est plein de choses. On ne sait pas trop. La définition est floue et c'est un peu laissé au cas par cas à l'appréciation des juges. En 2004, la loi va encore plus loin et ne se contente pas juste de condamner des intrusions, par exemple, sur des systèmes de données, mais également la détention, la diffusion de tout ce qui pourrait aider à faire ce genre de choses. Donc, de tenir un virus sur votre ordinateur, c'est déjà illégal, sauf si vous avez un motif légitime. Mais qu'est-ce que c'est un motif légitime? Ça reste flou et reste à l'appréciation des juges. Bon, et en 2013, on s'est rendu compte que c'était quand même un peu trop flou, et donc il y a eu un amendement qui a été publié qui donne au moins 2 exemples reconnus de motifs légitimes qui sont la recherche et la sécurité informatique. En tout cas, nous, on reste hyper prudents. On va vous présenter aujourd'hui l'analyse d'un malware qu'on a fait sur une machine virtuelle isolée. Et par la suite, cette machine elle sera réinitialisée pour ne pas laisser des traces. Mais si on se présente d'abord. Moi, je m'appelle Sonia, je suis développeuse back-end depuis quelques années maintenant. Mais ça fait encore plus longtemps que je suis passionnée de cybersécurité et notamment d'investigation numérique, donc tout ce qui va être analyse forensique et plus récemment analyse de malware, qui sont des choses que je fais de temps en temps le week-end. Et moi, c'est Naïla Bagroa. Je suis développeuse BEC à S2I depuis 2016. Et ça fait aussi plusieurs années que je m'intéresse à la cybersécurité. Et ce qui me passionne le plus, c'est les histoires et des spécificités des malwares. Avec Sonia, on s'est rencontrés il y a un an lors d'une conférence Rouen Tech à Rennes et vu notre intérêt commun en cybersécurité et en glace au chocolat, on s'est décidé à aller à la recherche d'informations sur malware craftsmanship ensemble. Mais qu'est-ce que c'est malware craftsmanship? Les virus sont des logiciels, comme nous écrivons nous aussi. Et d'ailleurs, ce terme, la personne qui l'utilise, après tout, le développement de logiciels malveillants, ça reste le développement de logiciels. Mais on va quand même retrouver une grosse différence entre développer des malwares et développer une application web, par exemple. Et ça va être le besoin de discrétion dans la conduite de nos opérations. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. On va commencer par matrice MitraTac. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà utilisé cette matrice? Un petit peu, quelques mains. Donc, c'est un logiciel, un framework de connaissances qui contient les connaissances exhaustives sur les techniques, tactiques et procédures utilisées par les cyberattaquants lors d'une cyberattaque. Et donc cette matrice, elle est organisée, comme on a dit, en différentes catégories. Donc à commencer par les tactiques, qui sont les plus génériques. Les tactiques, ça décrit le pourquoi, l'objectif qui est recherché par l'attaquant. Donc par exemple ici, Defense Evasion, donc échapper au système de détection, c'est une des tactiques présentées dans le framework. Ensuite, pour chaque tactique, on va avoir des techniques. Les techniques, c'est le comment on implémente en fait de façon un peu générique l'objectif qu'on cherche à atteindre. Donc, par exemple, obfuscated files or information, donc de l'obfuscation de fichiers, c'est une des façons d'échapper au système de détection. Et pour chaque technique, on va avoir des sous-techniques parfois. Par exemple ici, command obfuscation, donc de l'obfuscation de commande, c'est une des 14 façons de faire de l'obfuscation. Effectivement, obfuscation, c'est une des techniques qui est utilisée le plus souvent. Elle contient 14 sous-techniques différentes. Par exemple, il y a une autre sous-technique qui est stégonographie. Elle permet de cacher l'information dans les fichiers des images, les fichiers audio, vidéo. Par exemple, pour l'image, on peut profiter les valeurs des pixels RGB pour cacher l'information. Une autre sous-technique, c'est obfuscation des noms de variables, noms de fonctions, ou ajoute un code très complexe et inutile pour ralentir la compréhension du code. Et un autre exemple, c'est le polymorphisme des virus. Donc, chaque fois qu'un virus se reproduit, il change un petit peu son code en gardant les mêmes fonctionnalités
pour changer le hash aussi. Et si on regarde maintenant les tactiques et techniques utilisées par le DevPopper, l'équipe de SecureNX, il a fait un super travail en analysant une attaque complète de DevPopper. Et comme Sonia l'a déjà dit, cette attaque se repose beaucoup sur social engineering. Alors effectivement, donc on se met dans la peau d'un futur candidat, future candidate, qui est dans une situation stressante, puisque on va être sur le point de passer un test technique. Et donc pour ça, on va récupérer une archive de code, donc qui est un projet back-end tout à fait classique, avec plein de fichiers dedans, et dont un fichier malveillant. Et d'ailleurs, à l'époque de l'analyse, ce fichier était très peu détecté par les antivirus notamment. Donc ça, c'est une capture d'écran d'un site qui s'appelle Virus Total, on en reparlera. Et on voit que 3 systèmes sur 64 ont été capables de flaguer ce fichier comme malveillant. Et donc ce fichier, il va se lancer en fait au moment où le développeur ou la développeuse va lancer le projet, donc avec un npm start classique. Et effectivement, on peut voir ici le code obfusqué se cache tout en bas à droite du fichier JavaScript classique. Et si on le met dans un fichier séparé, on peut voir ça. Alors, effectivement, on ne comprend pas trop ce qui se passe. C'est le but de l'obfuscation. Donc vous embêtez pas à lire parce que c'est justement c'est fait pour n'y rien comprendre. Et donc là, ici, on voit plusieurs techniques d'obfuscation qui sont utilisées. Notamment le changement des noms de variables et noms de fonctions, donc pour en faire des choses incompréhensibles, et l'utilisation de chaînes de caractères encodées en base 64. Donc le but n'est pas de chiffrer, mais vraiment juste d'encoder et de faire en sorte que ces chaînes ne soient pas compréhensibles au premier coup d'œil. Ensuite, l'équipe SecureNX a déobfusqué ce fichier et a retrouvé 3 informations importantes. Par exemple, elle a trouvé l'adresse de C2. C2, c'est un serveur à distance qui permet de centraliser les actions et communiquer en manière discrète. Et donc là, on voit par exemple que parmi les commandes effectuées par ce fichier, on a la première qui permet d'aller chercher un fichier sur ce serveur distant, donc de command and control. Et ce fichier, en fait, c'est une archive qui va être décompressée et dans laquelle on va venir prendre un fichier pour l'exécuter. Ce fichier .npl. Et donc, fichier .npl, c'est pas un fichier de Neutral Parallel Language comme d'habitude, mais c'est un script Python. Et donc ce script Python, en fait, il fait pas grand-chose. Il a juste une très longue chaîne de caractères encodée en base 64. Et cette chaîne, elle va être par la suite décomposée en 2 parties. Donc les 8 premiers caractères qui vont former une clé et le reste qui va former la donnée qui sera décodée. Décodée comment ? Décodée grâce à du XOR, donc une opération de OU exclusif, caractère par caractère, jusqu'à retrouver un code qui sera exécuté grâce à exec. Et donc, qu'est-ce que ça fait ? En gros, ça va permettre d'appeler un autre script, notamment, qui s'appelle pay, qui ressemble à ça. Et donc, cette fois-ci, ce script, il permet de récupérer les informations sur utilisateur, sur ordinateur, sur système d'exploitation et envoyer cette information à un serveur à distance C2. Voilà, et du coup, il va utiliser exactement la même stratégie que sur le script précédent, donc toujours une grosse chaîne en base 64 qu'on va décoder avec du XOR. Et par exemple, voilà un extrait de... Alors, on verra pas très... Je pense qu'on le voit pas très bien. Mais voilà en gros un des scripts qui est exécuté. Et en fait, c'est le premier script qui permet de récupérer des infos, notamment d'aller chercher l'adresse IP de la machine sur laquelle le virus s'exécute, ou de récupérer des infos comme le hostname, le nom du user qui est logué, la version de l'OS, des choses comme ça. En résumé, le DevPopper peut créer des sessions, d'interagir avec le système de fichiers, récupérer les informations, récupérer les frappes de clavier et envoyer cette information à un serveur à distance. Mais comme les développeurs et développeuses de virus sont avant tout des développeurs et développeuses, ils n'arrêtent pas d'améliorer également leurs produits. Et donc DevPopper est revenu
courant 2024 avec de nouvelles fonctionnalités, donc toujours plus fort, avec notamment des mécanismes de persistance améliorés. Donc, persistance, donc comment maintenir une connexion entre la machine de la victime et la machine de l'attaquant. Et cette fois-ci, il passe par un logiciel qui s'appelle AnyDesk RMM, qui est un logiciel totalement légitime et très souvent utilisé dans le cas d'opérations de maintenance à distance. Donc ça permet de se camoufler un peu plus dans le trafic réseau habituel d'une entreprise. Et il prend aussi notamment plusieurs systèmes d'exploitation, donc Windows, Mac, Linux, plus personne n'y échappera. Et du coup, notre conseil, si vous êtes dev et que vous cherchez un job, ne faites pas de tests techniques. Voilà. Ça vous donnera une bonne raison de dire non à ces atrocités. Donc, on a vu qu'est-ce que c'est un virus informatique. Ici, on a présenté juste une petite partie de recherche faite par l'équipe Securonix. À la fin de notre présentation, on vous donne 2 liens de recherche. C'est très intéressant, on vous conseille de jeter un œil. Mais avant d'arriver sur l'ordinateur de victime, le virus il doit passer par plusieurs étapes et notamment d'éviter la détection. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour détecter le virus? Alors, que ce soit du point de vue d'un analyste, donc vraiment une personne comme les analystes Securonix, ou du point de vue de systèmes de traitement automatisés, on va pouvoir analyser un malware sous 4 angles différents. On va pouvoir commencer par exemple par faire de l'analyse statique. Donc ça va être simplement extraire des informations sur le programme sans l'exécuter. Donc on va être à la recherche par exemple de chaînes de caractères suspectes. Est-ce qu'il y a une adresse IP qui a été hard-codée? Est-ce qu'il y a des chaînes de caractères qui peuvent peut-être indiquer qu'il va se passer des choses un peu bizarres. Ensuite, on peut commencer analyse dynamique. Donc, on lance l'application et on regarde qu'est-ce qui est fait, quels processus sont créés, quelles requêtes sont envoyées. Donc, on regarde son comportement avec l'extérieur et avec l'intérieur. Et tout ça, c'est pas suffisant. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir aussi rajouter ce qu'on pourrait appeler de l'analyse contextuelle. Donc ça va pas être juste analyser les comportements de façon isolée, mais plutôt replacer ça dans un tout pour savoir est-ce que c'est un comportement malveillant ou pas. Par exemple, notre programme fait une requête HTTP. En soi, c'est pas forcément problématique. Ça peut le devenir si jamais il fait une requête vers un serveur qui est connu comme étant rattaché à des activités malveillantes, par exemple. Et on peut finir par l'analyse forensique, donc examiner les traces laissées par le virus dans les logs, dans la mémoire, sur le disque. Ça, c'est mon truc préféré. Et donc l'objectif de tout ça, c'est quoi? Ça va être de récolter ce qu'on appelle des indicateurs de compromission. Donc des traces qui vont nous permettre après d'améliorer nos systèmes de détection pour que la prochaine fois, on puisse dire « Ah, par exemple, cette adresse IP, on l'a reconnue, c'est un truc suspect » et on va pouvoir prévenir un peu l'exécution de la menace. Mais on va voir que en fait, tous les indicateurs de compromission ne se valent pas. Le concept de pyramide of pain permet de voir les liens entre les indicateurs de compromission qui permettent de retrouver le virus et la difficulté pour l'attaquant de mettre en place les techniques pour éviter la détection. Par exemple, tout en bas de cette pyramide, le plus facile à modifier pour un fichier, ça va être de modifier son hash. Parce que le hash, il va changer radicalement juste en changeant un octet dans tout votre fichier. Donc, vous avez juste à rajouter un espace et c'est bon, le hash est complètement différent. Et donc, si on se base que sur ça pour faire de la détection, on va vite être submergé. Pareil, tout ce qui va être au niveau des infrastructures, adresse IP, nom de domaine qui sont contactés, tout ça, c'est un petit peu plus difficile, mais ça reste assez simple à mettre en place. Ce qui va être le plus dur à modifier pour un attaquant, ça va être ces TTP, ces tactiques, techniques, procédures, son mode opératoire en fait. Et on peut voir ça sur l'exemple de DevPopper. Dans la deuxième version, le hash et l'adresse du serveur C2, ils ont été changés. Par contre, pour ce qui est des tactiques et techniques, elles sont restées sensiblement les mêmes. On reste toujours sur des fichiers obfusqués, ils sont juste un peu plus obfusqués qu'avant. Et on reste sur de la communication avec un serveur distant, même si elle est faite de façon différente. Et donc, côté, on va dire, solution automatisée, dans un système d'information, on va avoir plein d'outils à notre disposition. Déjà, de façon centralisée, on va avoir ce qu'on peut appeler un SIEM, Security Information and Event Management.
En fait, ça va être un système qui va nous permettre de collecter des logs, notamment de plusieurs sources, donc du réseau, des différentes machines qui peuplent le SI, afin de pouvoir faire des corrélations et des règles de détection. Et on a aussi un autre système qui s'appelle le XDR, mais ça, on ne va pas trop en parler parce que c'est juste une version étendue de l'EDR dont on va parler juste après. Ici, un certain Martin de la compta, il ouvre un fichier invoice.exe, sans faire attention que c'est un exe. Et le virus s'installe sur son ordinateur. On a des antivirus et EDR qui jouent un rôle crucial sur les terminaux. Donc, les antivirus, ils peuvent vérifier les hash des applications qui sont en train de lancer, installer, et vérifier avec la base de données les hash malveillants, déjà pour le premier niveau, pour voir si c'est un virus connu. Et les EDR peuvent faire analyse à temps réel, donc voir quels utilisateurs sont connectés à l'ordinateur, quels fichiers sont créés, quels processus sont lancés, quelles requêtes sont envoyées, et voir s'il y a un comportement suspicieux. Ils peuvent arrêter rapidement l'exécution de ce fichier-là. Et donc, mettons que tout ça a échoué et que notre virus a réussi à s'exécuter sur la machine de notre victime. On va pouvoir passer, le virus va pouvoir passer peut-être à l'étape suivante qui va être de chercher à contacter son serveur distant ou de se propager sur le réseau. Et donc, il va se confronter à des systèmes de protection du réseau. Et notamment, il y en a deux qu'on va appeler l'IPS et l'IDS, donc pour de la détection d'intrusion et pour de la prévention d'intrusion. Donc, ça va être des systèmes qui vont permettre de faire de l'analyse de trafic réseau pour détecter s'il y a un comportement suspect. Voire prendre des mesures en disant bah voilà, on bloque le trafic parce qu'on considère que c'est quelque chose de malveillant. Bon, maintenant, on a vu qu'est-ce que c'est un malware, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour le détecter. Regardons maintenant les techniques qui peuvent utiliser les cyberattaquants pour éviter la détection. Il y a plusieurs techniques, on a déjà parlé d'obfuscation qui permettent d'éviter l'analyse statique. Et nous, on va vous présenter nos favoris. Alors, comment faire Du coup, par exemple, on vient de contourner, le virus vient de contourner l'analyse statique. Maintenant, se lance l'analyse dynamique. Une des façons de faire, en général, ça va être de commencer par analyser l'environnement dans lequel il est. Est-ce qu'il est sur une machine d'entreprise? Est-ce qu'il y a un antivirus qui tourne sur cette machine? Est-ce que le clavier est en russe ou en anglais? Et donc tout ça, ça va être des points de données qui vont permettre au virus de décider si oui ou non il va s'exécuter ou si au contraire il se détruit et fait comme s'il n'avait jamais été là. Plusieurs sandbox, ils sont automatiques et limités dans le temps d'exécution. Et donc le virus, si on retarde son exécution, il peut rester inoffensif le temps d'analyse. Donc, les retardements permettent d'éviter la détection. Et donc, une fois que le virus est exécuté, il va pouvoir, par exemple, chercher à détruire les preuves de son exécution. Donc, ça peut être détruire les fichiers qu'il aurait pu créer, s'auto-détruire, détruire des fichiers de log, ou si vous êtes dans le cloud, même détruire complètement l'instance virtuelle pour perdre notamment l'accès à la RAM, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se cacher dans la RAM pour de l'analyse forensique. Et si même avec tout ça, les analystes réussissent à mettre la main sur le virus, celui-ci peut venir avec des protections anti-debug qui ne sont pas infaillibles, qui peuvent être contournées, mais qui vont demander du travail supplémentaire et qui vont retarder les analyses de façon générale. Une autre technique connue s'appelle Leaving Otherland, c'est-à-dire utilisation ce qui est déjà installé sur l'ordinateur de la victime. Par exemple, les outils de sysadmin, les outils bureautiques, les commandes système. Et donc la technique qu'on va vous présenter aujourd'hui, moi personnellement, c'est une de mes préférées. Je suis tombée sur ça l'autre jour et j'adore. Donc c'est un chercheur qui présente cette technique. Et elle se base sur l'utilisation d'un utilitaire qui s'appelle TPM Tool, qui est présent par défaut sur toutes les machines Windows, qui donne des informations sur le module TPM. Et donc en fait, quand on appelle ce
cet utilitaire avec la commande driver tracing stop, eh ben, il va se passer quelque chose sous le capot. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, TPM-Tool va démarrer un shell, donc commande.exe, et il va s'en servir pour exécuter un autre fichier qui s'appelle logman.exe. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que logman.exe, là, c'est vraiment la commande texto telle qu'elle est appelée par TPM-Tool. Et logman.exe, il est précisé sans son chemin absolu. Et donc, ça veut dire que pour un attaquant, il va pouvoir exploiter la façon dont Windows résout les chemins absolus pour ses exécutables, donc notamment la variable path et des choses comme ça, pour le faire pointer cette commande vers un autre fichier logman.exe qui pourrait être typiquement un fichier malveillant. Et à ce cas-là, on peut exécuter le malware sans jamais utiliser le cmd.exe et sans jamais référencer le nom de fichier le malware. Cette technique s'appelle hijacking. Une autre technique très connue, c'est injection de processus. Le but, c'est exécuter le malware dans l'espace de mémoire d'un processus légitime. Et donc là, c'est pareil, il y a plein de façons de faire de l'injection de processus. On ne va pas toutes les lister, mais plus vous présenter un peu la philosophie. Une première technique, ça va être pour un malware de créer lui-même un processus qui va mettre dans un état suspendu. Et ça va lui permettre d'interagir avec sa mémoire. Et donc notamment d'aller la vider pour y injecter, pour réécrire par-dessus, en fait, et y injecter son code malveillant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du process hollowing, donc de l'évidement de processus. On peut aussi, sans créer un nouveau processus, se servir d'un processus qui est déjà là et sur lequel on aurait des droits de modification, afin de pouvoir notamment étendre la mémoire qui lui est allouée et venir injecter le code malveillant. Donc ça, c'est plus une forme un peu plus générique d'injection de processus. Enfin, on a reçu un mail de Martin qui comprit que c'était .exe. Et donc, ce qu'on vous propose maintenant, ça va être de se mettre dans la peau d'analyste malware et de venir analyser justement ce fameux fichier que nous envoie Martin de la Conta. Pour la première approche, on peut utiliser les sites en ligne comme Bride Analysis, VirusTotal ou Malware.com. Est-ce que vous avez déjà pu utiliser un de ces sites? Ce sont des sites agrégateurs. Ils contiennent, par exemple, Hybrid Analysis, il contient plus que 70 antivirus différents. Et on peut envoyer un fichier suspicieux sur ce site qui va faire analyse sur un sandbox. Donc, sandbox, c'est un VM isolé qui permet de lancer le processus de fichier pour voir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il appelle, qu'est-ce qu'il veut créer. Et sur ce site, on peut voir déjà les premières analyses sur les techniques et tactiques utilisées par ce virus. Donc, en regardant la comparaison d'un mitre attaque. Donc, voir les strings qu'ils ont dans ce fichier-là, qu'est-ce qui se passe. Mais attention, il ne faut pas envoyer les informations pro ou perso sur ces sites parce que toute information envoyée devient publique. Et on vous le dit d'autant plus parce que c'est arrivé là, pas plus tard que cette semaine. Il y a eu un gros problème suite à des fausses détections de la part de Microsoft qui ont commencé à flaguer plein d'URL venant de Adobe comme étant malveillantes. Et du coup, il y a plein de gens qui ont commencé à mettre en ligne des PDF très confidentiels parce qu'ils se sont dit « Oh mon Dieu, c'est un virus !» Tellement que une de ces entreprises qui gère ces sandbox a dit « On va passer les analyses en privé parce que là, ça commence à devenir pas possible en fait. » Voilà, parce que dans la panique, beaucoup de gens se sont mis à uploader plein de données assez compromettantes. Et donc ces sandbox-là, c'est pas mal. Ça nous donne déjà une première idée de ce à quoi on peut s'attendre. Donc on part pas complètement à l'aveugle, mais ça fait pas tout. Parce qu'il y a pas mal de faux positifs et il y a aussi plein de features trop cool qui sont payantes et nous, on n'a pas envie de payer. Donc c'est cool de faire aussi son propre lab. Et donc pour faire notre lab d'analyse de malware, on a plusieurs distributions à notre disposition. Donc on va pouvoir prendre un OS Windows classique et venir l'augmenter avec plein de logiciels, de scripts intéressants qui nous sont fournis par un projet qui s'appelle FlareVM.
et qui est aujourd'hui développé maintenu par Google. Et donc ça va être pour le côté Windows, mais si jamais vous voulez analyser des binaires qui sont plutôt côté Linux, vous avez pareil une distro Linux qui s'appelle Remnux et qui nous permet pareil de packager déjà plein d'outils qui vont nous aider dans notre analyse. Plusieurs malwares, ils font une analyse d'environnement avant de pouvoir se lancer. Et s'ils ne trouvent pas connexion à Internet, ils ne se lancent pas parce qu'ils pensent que c'est un sandbox, on ne va pas se lancer. À ce cas-là, on va utiliser la deuxième VM qui va jouer le rôle d'Internet. Voilà, donc ça nous permettra de simuler les connexions, mais du coup, ce lab, il a une limite. C'est que si jamais, par exemple, comme dans le cas de DevPopper, on doit aller récupérer un deuxième fichier sur un serveur distant, là, on ne va pas pouvoir. Donc la solution à ça va être soit d'espérer que quelqu'un l'a déjà fait pour nous et a déjà mis le fichier quelque part, par exemple sur VirusTotal. Soit de prendre beaucoup plus de précautions en termes d'anonymat et aller le chercher nous-mêmes. Mais ça, personnellement, moi, je ne m'y risquerai pas. Et donc maintenant qu'on a notre lab, on va commencer l'analyse de notre fichier. Donc ce fichier proforma invoice.exe. Quand on l'upload sur VirusTotal, on voit que VirusTotal est en panique et nous dit c'est vraiment un très très mauvais signe ce que tu me montres là. Et on voit aussi qu'il a déjà été soumis sous plein d'autres noms différents. Et côté signature, on voit que le fichier n'est pas signé. Ça, c'est quelque chose qui arrive de temps en temps, que les attaquants puissent signer leur binaire avec un certificat reconnu. Et donc, parfois, certains de ces certificats sont connus comme étant utilisés à des fins malveillantes et donc peuvent être aussi listés ici. Là, c'est pas notre cas, on n'a pas de signature ici. Si on va plus loin, on peut voir information de sandbox. Et ici, il est tagué clairement comme malware spreader, c'est-à-dire elle se propage, et stealer, c'est-à-dire elle vole de l'information. Dans le graphe qu'on a trouvé, c'est les capacités de ce virus. Par exemple, en rose, c'est récupération information d'utilisateur de son système. En bleu clair, c'est possibilité d'éviter la détection. En violet, c'est accès à distance. Et en bleu foncé, c'est le système anti-debugging. Et si on va regarder du côté des tactiques et techniques utilisées, VirusTotal nous en identifie déjà quelques-unes. Nous, on va se concentrer sur deux d'entre elles. Donc, notamment la technique pour échapper aux défenses, donc qui s'appelle ici Reflective Code Loading, donc qui va être d'injecter dynamiquement du code pendant l'exécution. Et une autre qui est plus dans la catégorie Credential Access et qui s'appelle Input Capture. Et donc en fait, là ce que VirusTotal nous dit, c'est que notre exécutable, il enregistre nos frappes clavier et que ça c'est potentiellement malveillant parce que ça veut dire qu'on a peut-être un keylogger. Donc ça c'est les deux tactiques techniques qu'on va analyser un peu plus en détail par la suite. Et donc voilà, si jamais vous vous demandez à quoi ça ressemble une Flare VM, voilà, ça ressemble à ça, c'est un Windows avec un joli fond d'écran et plein d'outils. Et donc on est prêt à lancer une première analyse statique, basique, pour déjà voir un petit peu ce à quoi on a affaire. Pour ça, on va utiliser PE Studio. C'est un logiciel qui permet de trouver déjà les premiers indicateurs de façon statique. Par exemple, les chaînes de caractères, le nom de type de fichier. Ça permet aussi de retrouver les premiers indicateurs suspicieux, de regarder les chaînes de caractères obfusquées ou les imports bizarres. Ici, on ne voit pas grand-chose. On a une fonction run et on a aussi Windows Forms, ce qui nous dit que on doit avoir une interface graphique derrière. On peut voir aussi une fenêtre .NET, c'est-à-dire que ce virus il est écrit en C#. Et quand on compile le code écrit en C#, on reçoit bytecode qui appelle Intermediate Language. Et cette Intermediate Language, on peut le décompiler pour retrouver le code d'origine assez fiable. Donc, nous, on a la chance.
Et par la suite, cet intermediate language, il est compilé en code machine pour être adapté à n'importe quelle architecture et système. Et aussi, le code il peut être compilé en native code. Donc ici, on va, donc il only, c'est à true, et native entry point, il est à false. C'est-à-dire, on peut compiler un code natif. Par contre, code natif, on ne peut pas décompiler. Et si on aurait eu ça, ici, on aurait eu juste une adresse de début de ce code. Donc, on a la chance de pouvoir décompiler. Et on voit aussi, il y a l'espace, le namespace calculatora TP, ce qui peut-être ce sera utile pour plus tard. Donc après avoir fait un peu cette analyse statique basique, on va quand même lancer le fichier et voir un peu ce qu'il fait. Spoiler alert, il fait rien. Enfin, il fait des choses, mais rien de visible à l'écran. Et c'est pour ça qu'on le lance avec deux outils qui vont nous permettre de monitorer un peu ce qu'il fait. Donc ces deux outils, c'est Process Explorer et Process Monitor. Process Explorer à gauche, qui va nous permettre de voir quels processus ont été créés notamment. Et j'ai dit Process Explorer à gauche, Process Monitor à droite, qui va rentrer beaucoup plus dans le détail. On voit rien ici, c'est normal. On va regarder ça un peu plus en détail. Donc Process Explorer, qu'est-ce qu'il nous dit ? Moi, je lance l'exécutable et il me dit, voilà, l'exécutable est lancé et il est lancé avec un processus, voilà, avec un PID 6220. OK. Et il va lui-même créer un processus enfant. Donc PID 40, je crois, quelque chose comme ça, bref. Avant de se détruire. Donc il ne reste plus que le processus enfant qui va rester en vie quelque temps avant de lui-même s'arrêter. Donc on va aller voir dans Process Monitor cette fois-ci pour rentrer plus dans le détail. Donc il se passe énormément de choses. C'est assez compliqué à lire, c'est pour ça qu'il y a un système de filtrage qui est assez intéressant. Et ça va vraiment rentrer dans le détail sur les processus qui sont créés, les threads qui sont créés, est-ce qu'on a accédé à des clés du registre, des choses comme ça. Donc là, il se passe plein de choses. Nous, on va s'arrêter sur deux d'entre elles. La première, c'est que là, on voit effectivement le processus enfant qui s'arrête, et qui s'arrête avec un code de sortie à 0. Donc a priori, il s'arrête normalement. Et plus tard, notre processus enfant qui va créer lui-même un processus qui s'appelle, pour appeler l'exécutable, qui s'appelle wherefault.exe. Ça, c'est un truc propre à Windows, et c'est un exécutable en gros qui est appelé en cas d'erreur, en cas de crash. Et on voit que juste après, notre processus enfant se termine, et il se termine avec un code d'erreur impossible. Donc ça veut dire que peut-être notre process enfant, il crache, ou pas. Peut-être que il fait semblant de cracher, et il va se passer des choses après. Pour le moment, on ne sait pas trop. Et le plus simple dans ce cas-là, ça va être de rentrer vraiment plus dans le code avec de la décompilation. Là, pareil, on voit rien. Vous inquiétez pas, on va zoomer un peu après. Donc, on va analyser maintenant le code avec DNSPy. Donc, à partir du code Intermediate Language. Ici, on ne voit pas grand-chose. Dans cette fonction main, on a une fonction run qui appelle une forme. Et dans cette forme, il y a déjà plus d'informations intéressantes. Donc, il y a déjà une variable PWP et une liste de 3 strings. Ces deux choses, ils sont utilisées pour créer une instance. Mais instance de quoi? On ne sait pas encore. Peut-être qu'on aura plus d'infos dans Initialize Component. Et donc, quand on va dans Initialize Component, on voit effectivement que l'interface graphique est créée bouton après bouton, avec des noms de variables en espagnol, puisqu'on voit des noms bouton 5, 4, etc. Donc, notre calculette est en train de se mettre en place en espagnol. Et là, d'un coup, il n'y a plus de création de boutons, et il y a du code en anglais qui a l'air d'être un peu placardé au milieu de nulle part, au milieu de tout ça. Et ça, c'est suspect. Donc du coup, on va regarder un peu plus en détail ce que fait ce code-là. Donc ça, c'est les lignes de code qui ont été écrites en anglais. Et donc on commence par aller chercher un objet, une ressource qui s'appelle XD, et on la charge comme une image. C'est intéressant, ça c'est quoi XD ? Et bien XD, c'est ça. Et ça, moi je trouve que pour une image, c'est suspect. Et donc cette image-là, en fait, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce que le virus en fait après ? Il va venir extraire
les valeurs RGB de ces pixels pour les stocker dans un tableau dans une liste d'octets. Et cette liste d'octets, elle va être chargée à l'arrache dans un objet de type assembly. Donc en fait, là, ce qu'on voit ici, c'est effectivement la technique reflective code loading dont on parlait, puisque on vient charger dynamiquement une bibliothèque supplémentaire. Et donc une fois que cette bibliothèque elle est chargée dans le code, elle permet d'exposer notamment des types au reste de l'application. Et donc on voit que par la suite, on a une variable type qui va représenter l'un de ces types et qui sera la valeur qu'on va affecter à notre 10.pwp, où on ne savait pas exactement ce que c'était. Et on ne sait toujours pas ce que c'est vraiment. Hein. Mais on sait qu'au moins 10.pwp, ça va être ce fameux type-là. Et ce qui est bien, c'est que je ne vais pas avoir besoin, en tant qu'analyste, d'aller extraire les pixels avec mes petites mains, puisque dnSpy nous propose un mode debug. Donc on va vraiment pouvoir mettre des points d'arrêt dans le code et venir se placer, donc là par exemple un point d'arrêt juste avant le chargement dynamique de notre bibliothèque, notre DLL. Et donc ce qu'on voit en bas, là c'est avant le chargement de la DLL. Donc on voit plein de trucs qui sont déjà chargés en fait, et on voit qu'ils ont tous cette colonne in memory à no. Donc c'est des trucs qui ont été chargés depuis le disque dur. Là on avance d'un cran, on vient de charger la DLL, et on la voit ici, elle apparaît. Elle s'appelle TL. Elle est bien chargée en mémoire. C'est bien notre fameux chargement dynamique. Et ce qui est trop bien, c'est qu'on va pouvoir juste l'enregistrer comme ça. Et pouvoir ensuite le ramener à son tour dans dnSpy pour pouvoir le décompiler et regarder ce qui se passe. Mais on va mettre ça de côté un peu pour le moment. Et on va avancer encore un peu notre debugger pour aller regarder c'est quoi du coup vraiment la valeur de 10.pwp, c'est quoi le nom du type qu'on va aller chercher. Et c'est ça. Et ça, ça c'est suspect, parce que ça sent très bon et très mauvais à la fois, parce que c'est louche, mais ça annonce beaucoup d'obfuscation à venir. Effectivement, c'est bien obfusqué, mais heureusement, la plupart d'outils d'obfuscation sont connus et donc c'est réversible. Avec deux fenêtres, on peut déobfusquer le fichier de DLL et c'est déjà beaucoup plus clair. On voit ici une fonction qui prend en entrée 3 strings. Et si vous vous rappelez bien, au début, on a déjà vu ces 3 strings. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on a découvert jusque-là ? En fait, juste le début. La première phase, c'est ce qu'on appelle le dropper. Le dropper, c'est du code qui fait pas grand-chose de malveillant en soi. Il est juste là pour ramener la partie malveillante. Et donc, en termes d'évasion de détection, on a bien retrouvé notre reflective code loading. On en a même trouvé une autre, qui est une technique d'obfuscation qui s'appelle stéganographie, dont on vous avait parlé. Et pour ce qui est de notre histoire de input capture dont on parlait tout à l'heure, ça, on n'est pas encore sûr de l'avoir vraiment identifié. Parce que ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, on a quelques lignes de code malveillant qui ont été placardées au beau milieu d'une application calculette, qui a l'air d'être une application calculette classique, le genre de TP qu'on fait quand on apprend du C#. Et donc, si on crée une interface graphique avec des boutons et qu'on essaie de se mettre à la place d'un utilisateur, on peut se dire, tiens, moi, j'ai pas envie de cliquer sur le bouton 1, 2, 3, 4. J'aimerais bien pouvoir taper directement sur mon clavier 1, 2, 3, 4. Et pour ça, il va falloir écouter la saisie clavier. Donc, on ne sait pas encore si c'est vraiment un truc malveillant ou si c'est juste la détection qui a dit, tiens, j'ai juste détecté qu'on pouvait saisir des nombres avec notre clavier dans notre calculette. En tout cas, ça reste une affaire à suivre. Ce qu'on peut dire pour la suite, il y a grande chance que les malwares continuent d'exister le temps qu'il y a des systèmes informatiques et des réseaux. Et les cyberattaquants, ils s'améliorent tout le temps, ils s'adaptent et améliorent leurs techniques d'évasion. Et d'ailleurs, on constate ces dernières années quand même une augmentation, un changement, on va dire, dans tout l'écosystème malware et cybermalveillance de façon générale. Aujourd'hui, on utilise des malwares, mais aussi les attaquants font aussi beaucoup appel à dire des
des freelances spécialisés dans l'intrusion dans des systèmes de données et qui leur fournissent des accès clés en main à partir desquels ils peuvent s'introduire et faire des choses un peu plus à la main. En tout cas, nous, si on voulait vous laisser sur un mot de la fin, ce serait surtout rester calme et tenez-vous à jour. Et si vous voulez vous tenir à jour, et ben nous, on a tout ce qu'il vous faut. Les 2 premiers liens, c'est les liens d'analyse faits par l'équipe Securonix. N'hésitez pas à jeter un œil, c'est hyper intéressant. On vous met un lien aussi, la conférence sur comment faire évasion de EDR, qui est aussi super intéressant. Et comme en 2025, on ne peut pas faire une conférence sans vous parler d'IA et de LLM, on vous recommande également un article qui explique comment ChatGPT et DeepSeek permettent aujourd'hui aux attaquants de fabriquer de les aider dans la conception de malware. Et également une newsletter qui paraît une fois par semaine et qui permet de se tenir au courant un peu sur l'actu cyber. Voilà, c'est tout pour nous. Et si vous avez des questions et des feedbacks, Merci. n'hésitez pas.